Écoutez, au niveau de l'Assemblée générale de ce samedi, il y avait 3 points inscrits à l'ordre du jour. Il y a cette question sur le recensement biométrique. Il y avait le compte-rendu de la mission de la direction nationale du parti qui revient d'une tournée en Moyenne-Guinée. Et ensuite, les divers. Au premier point, concernant le recensement biométrique, nous avons invité nos militants sympathisants, au-delà de l'ensemble du peuple de Guinée, à aller se faire enrôler parce que ça constitue une arme efficace pour l'alternance démocratique et pour permettre, n'est-ce pas, l'accession de notre leader bien-aimé à la magistrature suprême. Ça, c'était un premier volet. Nous avons rappelé également que à la prise de pouvoir du CNRD le 5 septembre 2021, l'UFDG, l'ANAD et les forces vives de Guinée, nous avons dit que le fichier qui a servi de base à la présidentielle du 18 octobre 2020, ce fichier-là peut être actualisé, sortir les cas de décès et intégrer en total les Guinéens qui ont atteint la majorité, c'est-à-dire les 18 ans. Le CNRD nous a opposé un refus catégorique. Ils sont accrochés à leur activité de RAVEC. À l'époque, on a dit que c'était une bonne chose, mais on ne pouvait pas faire le RAVEC, tirer le fichier électoral et aller aux élections dans le délai imparti. Pour un premier temps, le CNRD cherchait à avoir plusieurs activités pour avoir une durée longue de la transition, se maintenir le plus longtemps que possible aux affaires. Et aujourd'hui, ils sont dans la dynamique de la confiscation du pouvoir. C'est ce qui les amène à faire ce recensement biométrique-là. Ils ont pensé au départ qu'on allait boycotter. Nous n'allons jamais boycotter cette opération parce que c'est important pour nos militants et pour nos sympathisants. Obtenir non seulement un document d'identifiant, mais aussi avoir leur carte d'électeur pour sanctionner la gouvernance CNRD. Le deuxième aspect, on a été très formel là-dessus. Pour nous, le ministère de l'administration du territoire s'est disqualifié depuis un bon moment dans le cadre de l'organisation des élections dans notre pays. Depuis les années 2000, c'est un département, un service d'appui, si vous voulez, au processus électoral dans notre pays. C'est un partenaire technique, si vous voulez, de la CENI. Mais ce département s'est illustré dans le cadre des fraudes électorales, des bourrages d'urnes, de falsification et de disparition des procès verbaux. Nous avons dit que le département s'est disqualifié. Aujourd'hui, vous avez un militaire à la tête de ce département. Ce militaire-là vous dit que son candidat pour cette présidentielle, c'est le général Mamadi Doumbouya, en désaccord avec les lois du pays, en désaccord avec les engagements nationaux et internationaux pris par le même général et en désaccord avec la charte de la transition qu'eux-mêmes ils ont élaborée et imposée aux Guinéens, notamment les articles 46, 55 et 65. Deuxièmement, nous avons dit qu'il y a une militarisation totale de ce département-là aujourd'hui et avec des militaires qui n'ont aucune formation administrative, politique et électorale. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, ils sont aujourd'hui tous des militaires. Donc, les chefs des quartiers, de districts, les présidents de délégations spéciales qui ont été nommés à la place des élus, aujourd'hui, sur le seul critère, n'est-ce pas, d'appartenance ethnique ou alors des critères de mobilisation et d'engagement pour susciter une hypothétique candidature du général Mamadi Doumbouya, ce qui est répréhensible aux yeux de la loi parce que c'est un délit prévu, puni par non seulement la charte de la transition, mais toutes les lois supranationales que notre pays a ratifiées. Deuxièmement, c'était le compte-rendu de la mission de la direction nationale conduite par le nouveau coordinateur de fédération. Il a expliqué la détermination, l'engagement et la volonté des militants, cadres et sympathisants du parti du côté de la Moyenne-Guinée à accompagner la dynamique de la direction nationale et accompagner la cellule d'Alendialo jusqu'à la magistrature suprême. Alors, un recensement vient de démarrer le 15 avril dernier. Est-ce que vous êtes rassuré par rapport à ce processus? Nous ne sommes pas rassurés pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, dans les commissions de recensement biométrique, vous n'avez pas les acteurs politiques, vous n'avez pas les acteurs de la société civile. Ils ont pris la responsabilité de les exclure des commissions administratives d'établissement des listes électorales biométriques. Les acteurs politiques et sociaux ne sont pas des observateurs. Ce sont des acteurs majeurs, des parties prenantes du processus électoral dans notre pays. Vous ne pouvez pas les sortir des commissions. Ça veut dire simplement qu'ils sont en train de fabriquer des choses que nous ne connaissons pas pour le moment. Et par le passé, nous savons que lorsque le fichier électoral n'est pas consensuel, le fichier électoral n'est pas transparent, ça conduit à des instabilités, au rejet, n'est-ce pas, de ce fichier électoral et dans des contestations liées, n'est-ce pas, aux résultats des votes. Donc il faut faire attention, on doit apprendre de nos erreurs, c'est ce qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'éviter beaucoup de choses. Mais malheureusement, tel qu'on est en train de conduire le processus, c'est vrai, quand chez moi à Doubré-Kalaba, jusqu'à aujourd'hui, les opérations n'ont pas commencé. Ils ont envoyé 4 machines pour faire le lancement avec les autorités préfectorales et communales. Après, ça s'est arrêté là. Dans mon quartier, j'ai appelé plusieurs fois mon chef de quartier. Il ne sait pas quand est-ce le processus démarre parce qu'il n'a pas vu encore les kits.
Les citoyens nous remontent plusieurs informations à la base, telles que le manque de préparation au niveau de cette activité, le manque de formation des agents de saisie, et en plus les kits sont insuffisants. Pour des quartiers de 12 000 habitants, vous ne pouvez pas envoyer un kit d'enrôlement, c'est difficile. Et doubler, n'est-ce pas, de la médiocrité des opérateurs de saisie, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi nous disons calmement et sereinement, il est temps d'arrêter toute cette diversion-là et de permettre à ce que les Guinéens se regardent en face, se dire des vérités pour aboutir à un processus inclusif, transparent qui puisse amener la Guinée vers la paix, vers la quiétude sociale. Avec un dialogue franc, honnête et constructif, aucun problème n'est insurmontable. Mais on ne peut pas gérer un processus de transition de façon unilatérale et s'attendre à la paix. C'est pourquoi nous alertons, nous invitons les autorités à reconsidérer leur position et à prendre des dispositions qui puissent amener la Guinée à sortir de cette situation qui n'a que trop duré. Votre réaction par rapport au collège des fédéraux de la Basse-Côte? Écoutez, c'est une réaction, il y a eu une belle réaction aujourd'hui. On a sorti une déclaration avant-hier pour dire que ces imposteurs-là n'appartenaient pas à notre formation politique, encore moins secrétaires fédéraux. On a fait venir, n'est-ce pas, les vrais secrétaires fédéraux de ces localités mentionnées, Koya, Doubreka, Fourikaria, Koubia, ainsi de suite. Ils sont venus, ils ont tenu des discours à l'Assemblée générale aujourd'hui et ils ont réitéré leur engagement à soutenir et accompagner, n'est-ce pas, la direction nationale du parti et son leader, Ella Seoldalen Diallo. Et ils ont demandé expressément à la direction nationale du parti, dès le lundi, de poursuivre ces imposteurs-là pour que de telles bêtises ne puissent pas se reproduire, parce que l'UFDG, c'est une institution politique respectable. Nous sommes la première force politique de la Guinée et je dirais même l'une des plus importantes institutions politiques au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Donc on ne peut pas se permettre certaines bêtises. Donc nous allons poursuivre à partir de la semaine prochaine tous ces imposteurs-là pour que vraiment fin soit mis, n'est-ce pas, que de telles pratiques puissent s'arrêter, parce que malheureusement, ça ne peut pas continuer. Comment est-ce que le parti vit aujourd'hui avec ces départs que nous connaissons déjà et surtout avec la réaction de ces différents fédéraux du côté de la Côte et de la Guinée forestière et surtout le fait que le président du parti n'est toujours pas revenu en Guinée? Comment est-ce que vous traversez cette situation? Le parti va très bien. À l'UFDG, si Ella Seoldalen Diallo a réussi une chose vraiment magnifique, c'est de bâtir une grande institution politique et de permettre à l'institution de pouvoir fonctionner, même sans lui. Ça fait plus de 2 ans qu'il n'est pas en Guinée, le parti fonctionne correctement. Nous sortons d'une assemblée générale où c'était totalement rempli. Ça veut dire que le leadership incontesté, les Guinéens croient au projet de société de l'UFDG, croient au leader Ella Seoldalen Diallo. Les cadres sont importants au niveau de notre formation politique, mais ce n'est pas les cadres qui font ce parti-là. On a dit, on ne cessera jamais de répéter. L'UFDG, c'est d'abord la base. Depuis 2010, vous avez constaté le départ de beaucoup de cadres. Mais le parti tient, ça reste la première force politique encore en République de Guinée. Encore une fois de plus, les cadres sont importants, mais le parti tient grâce à la base. Nous disons que ces départs et ces arrivées, c'est normal dans n'importe quelle formation politique. Mais quand ça touche l'UFDG, ça fait beaucoup de tollé. Nous, on comprend. Ça fait du simplement que le parti suscite beaucoup d'espoir. Il y a 6 années en arrière, personne ne me connaissait à l'intérieur du parti. Il a fallu le départ de certains pour me permettre de m'affirmer et atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Il y a d'autres derrière qui sont encore plus compétents, plus dynamiques que moi. Demain, s'il y a des petits soucis, ils vont reprendre le flambeau et continuer la lutte. C'est ça l'UFDG. Merci, M. Konaté. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité.